À toutes et à tous, bon après-midi, bienvenue dans la page Web Rétro. Au Nord Kivu, l'F-123 a affirmé avoir remis plus de 500 soldats des forces armées de la République démocratique du Congo au Comité international de la Croix-Rouge. La rébellion présente cette initiative comme un geste humanitaire visant à favoriser la désescalade dans l'est du pays. Les détails de ce reportage. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, annonce avoir remis au Comité international de la Croix-Rouge CICR plus de 5000 éléments de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC capturés sur différents fronts dans l'est du pays. Selon Laurence Kanyuka, porte-parole de l'F-123, la cérémonie de remise s'est tenue le 2 mars 2026 au camp de Rumangabo, situé dans la province du Nord Kivu, en présence de représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Les soldats concernés devraient être rapatriés vers Kinshasa sous la supervision de l'organisation humanitaire. Dans ces messages, la rébellion affirme que cette remise s'inscrit dans le respect des engagements pris dans le cadre de mesures de confiance et vise à contribuer à l'apaisement des tensions. Le mouvement indique agir conformément aux principes du droit international humanitaire. Il présente cette initiative comme un geste humanitaire destiné à favoriser la désescalade dans un contexte de conflits persistants dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la même déclaration, l'F-123 accuse toutefois le gouvernement congolais de maintenir une posture d'obstination. Le mouvement affirme que les autorités de Kinshasa refusent de délibérer certains de ses membres ainsi que d'autres personnes qu'il qualifie de détenus arbitrairement. Selon l'AFC-123, ces arrestations auraient été opérées en réseau de simples faciès des personnes concernées. Les groupes armés accusent également les autorités congolaises de poursuivre des violations du cessez-le-feu et d'avoir engagé une guerre généralisée contre ces positions tout en visant selon lui les populations civiles et leurs biens. Face à cette situation, la F-123 dit vouloir attirer l'attention des médiateurs et des partenaires nationaux et internationaux sur ce qu'ils considèrent comme des violations répétées du cessez-le-feu par le gouvernement congolais. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont abattu mardi 10 mars des drones dits ennemis dans l'est du pays. Selon l'armée congolaise, ces appareils attribués aux forces de défense du Rwanda auraient violé l'espace aérien congolais au-dessus de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Des précisions de cet élément. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir abattu ce mardi 10 mars des drones qualifiés d'ennemis dans l'est du pays. L'incident s'est produit à Mikenge, dans le territoire de Mwenga, au Sud Kivu, après ce que l'armée congolaise décrit comme une violation illégale de l'espace aérien national dans la zone de Minembwe. Selon des sources sécuritaires au sein des FARDC, les appareils appartiendraient aux forces de défense du Rwanda RDF et à leurs alliés. L'armée congolaise affirme que les drones ont été neutralisés après leur incursion dans l'espace aérien congolais. Dans un message relayé par des responsables militaires, les FARDC considèrent cet acte comme une nouvelle provocation et dénonce également une violation de l'accord de Washington. Tout en condamnant cet incident, l'armée congolaise assure rester vigilante et disciplinée face à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Elle réaffirme sa détermination à défendre la souveraineté nationale ainsi que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cet épisode intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans la région des Grands Lacs, où les accusations et les contre-accusations entre Kinshasa et Kigali continuent d'alimenter les inquiétudes sur une possible escalade. Une attaque de drones a visé à l'aube du mercredi 11 mars en quartier résidentiel à Goma, au Nord Kivu, faisant au moins 3 morts. La F-123 qui contrôle la ville a accusé les FARDC d'être à l'origine de ces frappes et a évoqué une tentative visant certaines figures politiques présentes sur place. Plus de précisions de cet élément.
La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, actuellement sous contrôle de la rébellion de l'AFC M23, a été frappée à l'aube ce mercredi 11 mars 2026 par une attaque de drones ayant visé le quartier résidentiel. Selon les responsables du mouvement rebelle, le frappe serait l'œuvre des forces armées de la République démocratique du Congo. D'après un bilan provisoire communiqué par la rébellion, au moins 3 personnes ont été tuées dans l'explosion. L'un des drones aurait frappé une résidence située dans le quartier Yimbi à proximité du lac Kivu. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, l'attaque s'est produite vers 4 h du matin. Quelques minutes plus tard, vers 5 h 10 minutes, les sirènes d'ambulance ont retenti dans plusieurs quartiers de la ville, réveillant une population plongée dans la stupeur. Les responsables de l'AFC M23 affirment que la frappe a ciblé la résidence d'un ressortissant belge identifié comme Pascal, responsable des Toyota à Goma. La maison se trouve à quelques mètres de la résidence d'Olive Lembe Kabila, ancienne première dame de la République démocratique du Congo. Les mouvements rebelles avancent également l'hypothèse d'une tentative d'assassinat visant certaines figures politiques et militaires présentes dans la ville. Ils ont visé Kabila, Nanga et Makenga, a déclaré un responsable de l'AFC M23. Dans un message publié sur les réseaux sociaux X, Lawrence Kanyuka, porte-parole de la rébellion, a affirmé que parmi les victimes figure Karine Bussier, membre du personnel de l'UNICEF et de nationalité française. Pour sa part, Bertrand Bissimois, coordinateur des adjoints de l'AFC M23, accuse le pouvoir de Kinshasa d'avoir violé les cessez-le-feu amenant cette attaque. Il dénonce également les silences des partenaires internationaux engagés dans le processus de médiation. Ces drones qui répandent la mort parmi les innocents sont livrés au régime de Kinshasa par la Chine. Ces mêmes pays membres permanents du Conseil de sécurité, champions de la condamnation de la violence en RDC et exigeant le respect du cessez-le-feu, nous rappelons à la fin de l'hypocrisie, a-t-il déclaré. L'AFC M23 estime que cette frappe ne constitue pas un simple incident militaire, mais une violation flagrante des engagements pris dans le cadre des efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin au conflit. Jusqu'à présent, les autorités de Kinshasa n'ont pas réagi officiellement à ces accusations. Cette attaque intervient dans un contexte de fortes tensions dans l'est de la RDC où les initiatives diplomatiques visant à instaurer un cessez-le-feu peinent à ramener une paix durable. Vous avez trouvé un corps? Là, oui. Vous avez trouvé un corps? Oui. Dans la foulée, le coordonnateur de l'F-123, Corneille Nangaa, affirme que cette attaque contre la ville ne révélait pas d'une simple opération militaire. Selon lui, l'objectif était d'éliminer physiquement les principaux dirigeants de la rébellion, notamment lui-même et le général Sultan Makenga, figure clé des dispositifs opérationnels du mouvement. Suivez un extrait de son point de presse tenu le même mercredi à Goma. J'ai pensé à une attaque de notre organisation. Toutes les frappes aériennes et terrestres dirigées par le régime de Tshisekedi ont principalement visé des cibles civils, loin derrière les lignes de front. La plupart des victimes des dites attaques sont des populations civiles. Ces attaques terroristes consacrent une violation systématique des différents accords de paix ainsi que le cessez-le-feu conclu entre le régime de Kinshasa et notre organisation AFC M23. Ces actes barbares signent une mise à mort intentionnelle du processus de paix en République démocratique. Car, en fait, Kinshasa cible les membres du leadership de l'AFC M23 ainsi que ceux de l'opposition politique. Il est indéniable que la plupart des attaques successives perpétrées par le régime de Kinshasa ces derniers mois visent particulièrement les hautes personnalités politiques et militaires qui forment le leadership de l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars, AFC M23, ainsi que toutes les autres personnalités politiques vivant en territoire libéré. En ce qui concerne les attaques de ces matins, elles ont délibérément visé, notamment, le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa, le coordonnateur militaire, général Sultani Makenga, ainsi que les deux coordonnateurs adjoints Bertrand Bissimois et Yannick Frey. L'objectif dit de Kinshasa est bien entendu de décapiter d'une part la révolution et d'autre part l'opposition politique au régime, d'affaiblir ses principaux piliers politiques et sécuritaires
et de forcer l'intensification d'une guerre régionale généralisée. Face à ces agressions répétitives et orgueilleuses, l'armée révolutionnaire congolaise, l'AFC, assumera son devoir de protéger les populations civiles sous sa protection. Toute escalade qui en résulterait relèvera de la responsabilité exclusive du régime de M. Tshisekedi. Le gouvernement congolais a condamné les explosions survenues à l'aube du 11 mars à Goma. L'exécutif congolais a annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir les circonstances de cette attaque et réaffirmer son engagement à protéger les civils dans les zones touchées par le conflit. Les explications de cet élément. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi aux explosions survenues à l'aube du mercredi 11 mars 2026 dans la ville de Goma, qui ont causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Dans un communiqué officiel, les autorités congolaises disent avoir pris connaissance de ces incidents et réaffirment leur attachement au respect du droit international humanitaire. Kinshasa a exprimé sa profonde tristesse après la mort de plusieurs personnes, dont Madame Karine Bouissé, ressortissante française et employée de l'UNICEF en RDC. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille de la victime, à ses proches, ainsi qu'au gouvernement français et à l'ensemble de la communauté humanitaire. Dans ses communiqués, l'exécutif congolais salue également l'engagement des acteurs humanitaires qui poursuivent leur mission d'assistance auprès des populations civiles malgré un contexte sécuritaire particulièrement difficile dans l'est du pays. Leur travail contribue, selon le gouvernement, à atténuer les souffrances des communautés affectées par les conflits et à documenter les crimes commis. Par ailleurs, les autorités affirment que les circonstances exactes de ces explosions survenues dans les zones occupées ainsi que leur origine font actuellement l'objet d'enquêtes par les services compétents afin d'établir toute la vérité sur les faits. Le gouvernement réitère également son attachement à la protection des populations civiles et du personnel humanitaire sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous occupation. Il insiste sur la nécessité du retrait des troupes rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC M23, des zones qu'ils occupent illégalement. Kinshasa assure enfin rester engagé à collaborer avec les Nations Unies et l'ensemble de ses partenaires pour faire la lumière sur ces incidents et renforcer la protection des civils dans les zones affectées par les conflits. Cette frappe des drones qui a suscité une vague d'indignation à l'international, le président français Emmanuel Macron et plusieurs responsables européens ont condamné l'attaque et appelé au respect du droit humanitaire dans l'est de la RDC. Suivez ici le condensé des différentes réactions. Une attaque des drones survenue mercredi avant l'aube dans un quartier résidentiel de Goma a suscité une vague de réactions et de condamnations à l'international. La frappe a touché une habitation où résidaient des travailleurs humanitaires, provoquant la mort d'une humanitaire française et de plusieurs civils. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son émotion et son soutien à la famille de la victime ainsi qu'à ses collègues. Une humanitaire française de l'UNICEF a été tuée à Goma. À sa famille, à ses proches, à ses collègues, j'adresse le soutien et l'émotion de la nation, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État français a également appelé au respect des droits humanitaires et à la protection des personnels engagés sur le terrain pour sauver des vies. De son côté, le vice-premier ministre et chef de la diplomatie belge Maxime Prévost a fermement condamné l'attaque, soulignant qu'il s'inscrit dans une recrudescence d'incidents similaires. Les filles. L'attaque des drones à Goma ce matin a coûté la vie à une humanitaire et à plusieurs civils. Ce n'est malheureusement pas un incident isolé. On constate la multiplication de ce type d'attaques en violation du cessez-le-feu, a-t-il déclaré, appelant les parties au conflit à faire taire les armes et à privilégier la négociation. Au niveau européen, la commissaire chargée de la gestion des crises, Adia Laïb, a rappelé que le bâtiment touché abritait des travailleurs humanitaires ainsi que du personnel de l'agence européenne chargée de la protection des civils et de l'aide humanitaire. Les humanitaires ne doivent jamais être pris pour cible. Le droit international humanitaire doit être respecté en tout temps, a-t-elle insisté. Une attaque intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, où les organisations internationales alertent régulièrement sur la dégradation et la sécurité et les risques croissants pour le civil et les acteurs humanitaires. Cette attaque intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la
République démocratique du Congo, où les organisations internationales alertent régulièrement sur la dégradation de la sécurité et les risques croissants pour le civil et les acteurs humanitaires. Les appels au respect du cessez-le-feu et à la protection des populations civiles se multiplient, alors que la communauté internationale redoute une nouvelle escalade de violence dans la région. Parmi les 3 victimes de cette frappe des drones figurait une humanitaire française de l'UNICEF. Ceci a poussé la justice française à annoncer vendredi 13 mars l'ouverture d'une enquête pour des crimes de guerre. L'enquête est menée par le parquet national antiterroriste afin d'établir les circonstances et les responsabilités de cette attaque. La justice française a décidé de se saisir de la mort d'une humanitaire française survenue dans l'est de la République démocratique du Congo. Le parquet national antiterroriste a annoncé vendredi 13 mars l'ouverture d'une enquête pour meurtre constitutif des crimes de guerre après le décès d'une ressortissante française à Goma. Âgée de 54 ans, la victime travaillait pour l'UNICEF. Elle a été tuée le 11 mars 2026 à l'aube lorsqu'un danger explosif a frappé son domicile dans la capitale du Nord Kivu, une région marquée par des tensions armées persistantes. Ce drame s'inscrit dans le contexte du conflit armé qui oppose les forces gouvernementales congolaises au mouvement rebelle AFC M23, soutenu par le Rwanda, selon Kinshasa et plusieurs observateurs internationaux. Depuis plusieurs années, cette guerre a provoqué des milliers de morts et déplacé des millions de civils dans l'est du pays. L'enquête a été confiée à l'Office central d'élite contre les crimes contre l'humanité de la Gendarmerie nationale française. Les investigations devront établir les circonstances exactes de l'attaque et déterminer les responsabilités éventuelles. Pour la justice française, cette procédure vise également à tenir informés les proches de la victime de l'évolution des investigations dans un dossier qui pourrait relever du droit international humanitaire. Plusieurs sénateurs ont pris leur distance avec les propos de Modeste Bahati Lukwebo sur la révision de la Constitution. Dans une déclaration faite lundi 9 mars à Kinshasa, ils ont affirmé ne pas se reconnaître dans cette position. Voici un extrait de leur communication. Déclaration du groupe politique FDCA du Sénat. Le groupe politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés en sigle FDCA du Sénat tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale c'est ici. 1. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position exprimée à titre personnel et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision et aux réformes engagées par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et réaffirmons que la souveraineté nationale appartient au peuple, conformément à l'article 5 de la Constitution. Nous adressons nos vives félicitations au chef de l'État pour le succès diplomatique enregistré par la République démocratique du Congo, notamment les avancées dans les processus de paix ainsi que les accords de Washington dont le projet de la loi portant ratification sera bientôt adopté au Parlement. 4. Nous saluons l'engagement, les efforts soutenus au président de la République pour le renforcement des capacités de nos FARDC, ainsi que les progrès observés dans le retour progressif de la paix dans l'est du pays. 6. À ce titre, nous soutenons les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée rwandaise et certains de ses hauts gradés et appelons à la communauté internationale à maintenir la pression afin de mettre fin à toute forme d'agression contre la RDC. 7. Et enfin, nous réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée des nations et notre fidélité indéfectible à la haute autorité politique, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les sénateurs du groupe politique AFDCA du Sénat
réaffirment leur attachement à l'unité nationale, à la paix durable et à la défense des intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 9 mars 2026 pour les... Le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, a aussi le ton contre toute révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié lundi à Kinshasa, cette structure a dénoncé une indécence criminelle dans un contexte sécuritaire toujours critique dans l'est du pays. Il a appelé les autorités à privilégier la restauration de la sécurité face à la présence de l'F-123, plutôt à engager un débat constitutionnel jugé clivant. Le détail de cet élément. La lutte pour le changement Lucha est montée au créneau lundi 9 mars 2026 pour dénoncer toute tentative de modification de la Constitution en République démocratique du Congo dans un contexte sécuritaire particulièrement critique dans l'est du pays. Dans un communiqué de presse publié à Kinshasa, ces mouvements citoyens non partisans fustigent ce qu'ils qualifient de climat d'intolérance politique et met en garde contre un projet de révision constitutionnelle qui, selon lui, détournerait l'attention de véritables priorités nationales. Pour la Lucha, engager le pays dans un chantier constitutionnel clivant alors que l'intégrité du territoire national est rompue n'est pas seulement une erreur politique, c'est une indécence criminelle, affirme le mouvement. Le collectif estime que la priorité du moment ne devrait pas être la révision des textes fondamentaux, mais plutôt la résolution de la crise sécuritaire à l'est du pays où les populations continuent de subir violences, massacres et déplacements forcés. La Lucha pointe notamment la présence de l'F-123 qu'elle accuse d'être soutenue par le Rwanda et appelle les autorités à concentrer leurs efforts sur la libération des territoires occupés et la protection des civils. Dans son communiqué, le mouvement rappelle que la Constitution représente le pacte républicain du peuple congolais et ne peut être instrumentalisée pour répondre à des ambitions politiques. La Lucha dénonce également une tentative de glissement institutionnel susceptible, selon elle, de permettre un maintien prolongé au pouvoir. S'appuyant sur l'article 64 de la Constitution, le mouvement appelle les citoyens à la vigilance afin de faire échec à toute prise de pouvoir en violation des dispositions constitutionnelles. Le mouvement conclut en affirmant que la démocratie congolaise ne peut être négociée sous la pression ou la peur et assure qu'il restera mobilisé pour défendre la Constitution et les principes démocratiques. Cette semaine, ce débat autour de la révision ou du changement de la Constitution a alimenté la scène politique en République démocratique du Congo. Pour le gouvernement, il s'agit avant tout d'un exercice normal dans une démocratie. Lors d'un briefing presse lundi à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a affirmé que chacun est libre d'exprimer sa position sur cette question au nom de la vitalité démocratique du pays. Suivez-les dans cet extrait. Très rapidement, je savais que cette question allait revenir parce que c'est une question qui intéresse les journalistes, qui intéresse beaucoup des compatriotes dans la diaspora. Je viens de là et il est tout à fait normal que dans le cadre de la vitalité de notre démocratie, que les uns et les autres se prononcent à ces sujets-là. Nous sommes la République démocratique du Congo, y compris parce qu'il y a cette force de contradiction. Mais c'est que moi je peux vous dire, nous aujourd'hui, exactement comme j'avais dit à l'époque, nous travaillons à recouvrer l'intégrité territoriale. Notre préoccupation principale, c'est nos populations qui sont dans le Sud Kivu, qui sont dans le Nord Kivu, qui sont dans les parties sous occupation. Et donc, dans le cadre justement de ces processus démocratiques, je pense que ces débats doivent être considérés comme un débat démocratique où tout le monde peut avoir son opinion, mais nous, au niveau du gouvernement, les priorités sur lesquelles nous nous penchons sont connues et les jours où la question sera abordée en Conseil de ministres et nous ne nous gênerons pas de faire les comptes rendus et de venir devant les Congolais. Et donc, je crois qu'il faudrait... Élèves et étudiants du complexe scolaire et de l'université Mapon sont descendus dans la rue lundi à Kindu. Au terme d'une marche pacifique, ils ont déposé un mémorandum à l'attention du président Félix-Antoine Tshisekedi pour dénoncer les gels qu'ils jugent illégaux et irréguliers dans des comptes bancaires de leurs établissements. Ils ont rappelé également qu'il existe une différence entre la personne de Augustin Matata Pogno et l'université ainsi que le complexe scolaire Mapon considéré comme personne morale. Reportage.
La pluie qui s'est abattue à Kindu pendant la matinée de ce lundi 9 mars 2026 n'a pas empêché les élèves du primaire, mais aussi ceux du secondaire du complexe scolaire Mapon, ainsi que les étudiants de l'université portant les mêmes noms, de manifester pacifiquement contre la décision de geler tous les comptes bancaires appartenant à ces institutions d'enseignement, décision prise par le procureur près la Cour constitutionnelle. Débuté dans les enceintes de l'université Mapon, en passant par la symbolique place de la tribune officielle de Kindu, la marche est également passée dans les grands acteurs de la capitale provinciale du Maniema. Tout au long du trajet, les manifestants scandaient des chants pour dire non au gel des comptes de leurs institutions respectives, étant donné que l'éducation est un droit fondamental, reconnu même par la constitution du pays, une façon pour ces enfants qui ont bravé la pluie et la peur de dénoncer également un présumé détournement de l'argent payé par les parents pour leur scolarité. À l'esplanade du gouvernorat des provinces, point de chute de cette marche, les manifestants ont lu et adressé un mémorandum au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans lequel il demande son implication personnelle pour garantir leur éducation. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous étudiants de l'université Mapon, réunis aujourd'hui dans une marche pacifique, tenons à vous adresser respectueusement ces mémos afin d'attirer votre haute attention sur une situation qui menace gravement le bon fonctionnement de notre institution universitaire et de notre vie académique. En effet, il est aujourd'hui un fait avéré que les comptes bancaires de l'université Mapon ont fait l'objet d'une mesure de gel. Or, ces comptes ne constituent nullement le patrimoine d'un individu, mais celui d'une institution académique qui forme chaque année des centaines de jeunes Congolais appelés à servir leur pays. Excellence, Monsieur le Président, cette mesure suscite de sérieuses préoccupations sur le plan juridique. En droit, toute personne morale possède une personnalité juridique distincte de celle des personnes physiques qui la dirigent. Ainsi, le principe de la personnalité juridique impose que chaque entité dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui des personnes physiques qui y travaillent ou y sont travailleurs. Dès lors, confondre le patrimoine d'une institution académique avec celui de l'individu constitue une atteinte grave aux règles élémentaires du droit. Notez que ces élèves et étudiants ont promis par la même occasion de continuer avec d'autres actions pacifiques jusqu'à ce que leurs cris de détresse soient entendus par les autorités compétentes. La pression monte autour de la situation de droits humains en République démocratique du Congo. Cette semaine, l'ONG Human Rights Watch a affirmé avoir documenté au moins 17 cas de disparition forcée d'opposants à Kinshasa au cours de l'année 2025. L'organisation a remis en cause des forces de sécurité et pointé également le rôle du Conseil national de cyberdéfense accusé d'arrestation et de détention au secret. Les détails de cet élément. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch affirme avoir documenté au moins 17 cas de disparition forcée ou des personnes portées disparues à Kinshasa au cours de l'année écoulée. La majorité de victimes seraient des opposants politiques arrêtés pour des motifs jugés discutables, tandis que d'autres sont soupçonnés de soutenir les groupes rebelles AFC M23. Selon l'organisation, depuis mars 2025, les forces de sécurité congolaises seraient impliquées dans de nombreuses arrestations suivies des disparitions dans la capitale de la République démocratique du Congo et dans ses environs. Human Rights Watch indique avoir recueilli des témoignages crédibles faisant état de plusieurs autres cas similaires non encore documentés. Au centre des préoccupations figure le Conseil national de cyberdéfense CNC, une structure créée en 2023 par ordonnance présidentielle pour enquêter sur le cybercrime. D'après l'ONG, cette institution a acquis des technologies de surveillance avancées permettant notamment d'intercepter des communications sur les applications de messagerie. Cependant, Human Rights Watch accuse le CNC d'avoir progressivement élargi ses missions au-delà de la lutte contre la cybercriminalité. L'organisation affirme que le Conseil procède désormais à des arrestations, des interrogatoires et des détentions au secret sans supervision judiciaire. Plusieurs personnes disparues auraient finalement été retrouvées parfois des mois plus tard détenues dans les locaux du CNC. Ils y auraient été arrêtés et maintenus en détention de manière arbitraire parallèlement aux actions menées par la police nationale congolaise et la garde républicaine.
Face à ces situations, Human Rights Watch appelle les autorités congolaises à faire la lumière sur le sort de toutes les personnes portées disparues. L'organisation demande que toute personne détenue par le CNC soit immédiatement libérée ou présentée à un juge conformément aux droits congolais et aux normes internationales en matière de droits humains. Pour l'ONG, les autorités de Kinshasa doivent garantir la transparence dans les procédures de détention et mettre fin aux arrestations arbitraires afin de préserver l'état de droit. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a rejeté catégoriquement ces accusations de Human Rights Watch. Dans un communiqué publié vendredi 13 mars, l'exécutif congolais a appelé à une analyse rigoureuse des faits. Les autorités assurent que les personnes évoquées dans les rapports ont été soit libérées, soit présentées devant la justice. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a vivement réagi au rapport publié par l'ONG Human Rights Watch qui évoque des cas présumés de disparitions forcées à Kinshasa. Dans un communiqué rendu public le 13 mars par les ministres de la Communication et Médias, les autorités congolaises contestent les conclusions du document et appellent à une analyse rigoureuse des faits ainsi qu'à de clarifications juridiques factuelles et institutionnelles. Selon Kinshasa, la qualification des disparitions forcées en droit international repose sur des critères précis, notamment l'arrestation ou la détention d'une personne par des agents de l'État, suivi d'un refus de reconnaître cette privation de liberté ou d'en relever les sorts. Le gouvernement affirme que les informations en sa possession ne correspondent pas à cette définition. Les autorités soutiennent que plusieurs personnes mentionnées dans les rapports ont été identifiées. Certaines auraient été libérées tandis que d'autres auraient été présentées devant les juridictions compétentes conformément aux procédures prévues par la législation nationale. Des visites auraient été également autorisées pour les familles et des représentants de l'ONG. Dans ce contexte, le gouvernement insiste sur le fait que les actions menées par les services de sécurité s'inscrivent dans les cadres d'enquêtes légalement ouvertes et dans un environnement sécuritaire jugé particulièrement sensible. Il rappelle notamment que le pays fait face à une agression continue attribuée au Rwanda et ses alliés de l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars, ainsi qu'à des tentatives de déstabilisation visant les institutions de la République. Kinshasa rejette par ailleurs les allégations selon lesquelles les arrestations ou détentions opérées par les forces de sécurité, y compris celles liées au Conseil national de la cyberdéfense, seraient motivées par des considérations politiques ou arbitraires. Le gouvernement réaffirme son attachement à l'état de droit et au respect de ses engagements internationaux en matière de droits humains, tout en se disant disposé à poursuivre un dialogue avec les partenaires internationaux et les organisations de défense des droits de l'homme. Dans son rapport, Human Rights Watch accuse toutes les autorités congolaises et certains services de sécurité d'être impliqués dans des arrestations secrètes et des détentions au secret à Kinshasa, évoquant plusieurs cas de personnes dont les familles affirment être restées longtemps sans nouvelles, ce que l'ONG qualifie de disparitions forcées. Parlons sport pour terminer cette page rétro. Les dégâts causés dimanche 8 mars lors du derby louchois entre TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo n'auront pas duré longtemps. Le président du club noir et blanc, Moïse Katumbi, a ordonné la remise en état immédiat du stade de Lubumbashi après les actes de vandalisme ayant endommagé plus de 500 sièges et plusieurs installations. Le président de ces reportages des services de communication du TP Mazembe. L'équipe de maintenance du Temple des Badiangwena n'a pas une minute à perdre. Elle s'applique pour réparer tout le dommage que l'enceinte a subi lors du derby louchois. Des travaux qui commencent par la remise des treillis qui protègent l'aire des jeux et séparent la zone neutre des supporters. On fixe déjà quelques chaises. Face à l'urgence du match des quarts des finales de la Coupe de la CAF, le chairman Moïse Katumbi a donné une instruction ferme au comité de permettre à Maniema, enfin que l'équipe de Kindu joue dans les meilleures conditions. Oui, c'est sur instruction de la haute hiérarchie de Tout-Puissant Mazembe, c'est-à-dire le président sponsor, dès lors qu'il a vu tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans notre stade, il a décidé, il a instruit le staff dirigeant, c'est-à-dire le comité de TP Mazembe, de pouvoir s'atteler rapidement pour réparer ce qui a été cassé, en entendant les mesures, que ce soit de la Ligue nationale de football
pour les réparations y afférentes par rapport aux dégâts qu'il y a eu au stade. Et comme vous l'avez évoqué, l'équipe de Maniema Union joue dans notre stade et c'est l'unique stade qui est homologué au sein de notre pays. Et ce qui fait que si nous croisons le bras et que les travaux ne commencent pas, ça pourra pénaliser les équipes de la RDC qui sont engagées dans la Champions League et les autres coupes d'Afrique. C'est comme ça que le président sponsor a décidé de nous diligenter afin de pouvoir lancer les travaux de réparation. Maniema peut avoir la chance de jouer le demi-finale et ça c'est aussi anticipé par rapport au contrôle de la Confédération africaine de football. Vous savez que quand une équipe, il y a des étapes, quand une équipe veut jouer la demi-finale, il faut que les inspecteurs viennent voir voir les installations sportives si ils gardent les mêmes conditions, les mêmes standings. Voilà la raison qui nous pousse à être ici aujourd'hui. Le TP Mazembe a toujours réussi à entretenir son stade grâce à ses équipes de maintenance. Les Corbeaux n'ont pas attendu de bénéficier de leurs droits selon la sanction de la Ligue nationale de football pour déjà démarrer les travaux de réparation sur fonds propres. Le président sponsor Tupisa Mazembe, Moïse Katumbi, a déjà débloqué le devis qui a été donné pour les réparations en attendant le remboursement par ceux-là qui seront responsables de ces dégâts. Donc il a directement ordonné qu'on exécute les devis. C'est un devis très salé. De ce point de vue, le président a assuré, mais qu'on doit rembourser pour permettre à Maniema de jouer. Ou sinon, l'équipe de Maniema qui est restée en Coupe d'Afrique peut être pénalisée. Et notre infrastructure aussi pourrait être pénalisée. Raison pour laquelle il nous a diligenté pour suivre ces travaux et que ça termine dans les délais requis. Un bijou qui donne un éclat au football congolais. L'entrée des Corbeaux est aujourd'hui connue pour servir les intérêts nationaux et ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est la fin de cette page rétro. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Les actualités, c'est sur WAB Info TV. Rendez-vous, prochaine édition.